Avec les séries, on passe son temps à chercher soit leur nature, soit leur valeur. Alors, dans le cas particulier où les séries ont un terme général positif, on a toute une gamme d'outils particulièrement performants. Le plus puissant d'entre eux, c'est l'équivalent. Et donc, en fait, on utilise la comparaison par équivalent. En gros, si vous avez une suite qui est équivalente à une autre et ou qui reste de signe constant euh, ou alors qui reste de signe constant à partir d'un certain rang, donc ça veut dire qu'elle va rester tout le temps positive ou tout le temps négative ou nulle à partir d'un certain rang, et bien dans ce cas, ces deux séries-là ont la même nature. Alors elles sont pas égales, hein, leurs valeurs sont pas égales, mais elles auront la même nature. Ça veut dire que si l'une est convergente, l'autre est convergente. Si l'une est divergente, l'autre est divergente. Autrement dit, euh, on va comparer la nature de deux séries et la série qui nous intéresse, c'est la série de son équivalent. L'idée, c'est que l'équivalent permet de simplifier les choses. En général, quand il y a un équivalent, l'équivalent est plus simple. Et donc, pour étudier la série compliquée, on va faire un équivalent de ce qu'il y a à l'intérieur et on va dire que ça a la même nature que la série plus simple de son équivalent. Alors, il ne faut pas oublier, en tout cas quand on applique cette propriété-là, qu'il y a deux choses à montrer. Il vous faut un équivalent et il faut que le signe reste constant. Alors, dans les cours de maths, en général, on demande que la suite reste de signe positif. Hein, c'est pour ça qu'on dit série de termes général positifs. Mais en fait, la propriété est valable aussi si elle est tout le temps négative et ainsi de suite. Donc, c'est plus pratique de dire que UN ou VN doit rester de signe constant. Sinon, dans les polis de maths, on demande souvent que les deux soient de signe constant. Mais en fait, si vous avez cet équivalent-là, et si l'une des deux est de signe constant, l'autre est automatiquement de signe constant. Pourquoi? Parce que écrire que UN équivalent à VN, ça revient à écrire que UN c'est égal à VN fois une suite alpha n qui tend vers 1. Et donc, vous vous rendez bien compte que si Vn est tout le temps positif ou nul, multiplié par une suite qui tend vers 1, forcément Un est positif ou nul de l'autre côté. Et inversement, si Un est positif ou nul, en divisant par alpha n qui tend vers 1, forcément Vn est positif ou nul. Autrement dit, bien que les bouquins de maths demandent que les deux soient de signe constant et de même signe, bien sûr, en fait, il y a juste besoin, à cause de l'équivalent, que une des deux soit de signe constant. Et ceci à partir d'un certain rang pour que cette propriété marche, puisqu'on a vu par Chasles que la nature est donnée par ce qui se passe au voisinage de l'infini, et pas par ce qui se passe au début de la série. Donc cette variante-là est la plus pratique à utiliser en ce qui concerne la comparaison par équivalent. Alors regardons maintenant comment ça se danse sur des exercices et je vais essayer de faire une rédaction propre dans le peu de place que j'ai au tableau. C'est possible parce qu'en deux lignes on peut trouver la nature. Donc là on dirait que je pourrais dire par exemple que cette série-là a même nature que la série de son équivalent. Car c'est pas très compliqué de voir que 1 sur nn plus 1 est équivalente à 1 sur n2, et bien sûr celle-là reste de signe constant, c'est toujours strictement positif. Donc voilà comment on pourrait utiliser cette propriété-là. Et donc je sais déjà que ça, qui est un peu compliqué, a la même nature que cette série-là. Et comment poursuivre? Eh bien celle-là, elle converge parce que c'est une série de Riemann c'est une série de Riemann convergente. Bah oui, on a le alpha qui vaut 2 qui est strictement plus grand que 1. Autrement dit, cette série a la même nature que celle-là qui converge, donc elle converge. Voilà, on a prouvé la convergence. Alors dans le peu de place que j'ai, je pense j'ai réussi à le faire, hein, vous me l'accorderez. Sur votre copie, ça sera beaucoup plus beau, mais moi, j'ai réussi à le faire quand même. Regardons la deuxième série. Et donc, cette deuxième série, si vous voulez, quand on regarde une série, en général, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que le terme général, au moins, il tend vers 0? Et là, 1 sur n, ça tend vers 0, donc ça tend vers 1, dans le logarithme, ln de 1, c'est 0. Ok, ça tend vers 0. Donc je sais que ma série ne diverge pas grossièrement, elle a une chance de converger. Ensuite, la seconde question qu'on se pose, c'est mais est-ce que je suis capable d'en faire un équivalent?
Si la réponse est oui, vous faites cette propriété-là. Donc là, oui, on peut faire un équivalent. Et puis ça, c'est toujours positif, puisque un nombre plus grand que 1 a toujours un logarithme strictement positif. Donc on pourrait dire de la même façon, ça a la même nature que la série de son équivalent qui va être... Alors c'est quoi l'équivalent de ça? Alors du coup, il faut être capable de calculer des équivalents. Ça, c'est équivalent à 1 sur n. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas calculer des équivalents, dans une autre vidéo, je vais expliquer tout sur les développements limités, les équivalents et les limites. Et donc, reportez-vous-y. Après l'avoir travaillé, cette vidéo, vous serez très très fort en équivalent. Ok, donc ça c'est équivalent à 1 sur n, et 1 sur n c'est strictement positif, donc elles ont la même nature. Alors il faut toujours justifier ce qu'on raconte, et donc, bon bah là je fais pas le calcul d'équivalent, mais je le donne quand même, et on est d'accord que 1 sur n c'est toujours strictement positif, donc il change pas de signe celui-là. Autrement dit, on a déjà montré qu'il y a la même nature, vous voyez, hein, ça c'est un truc compliqué, ça c'est vachement plus simple. Et alors qu'est-ce que ça fait ça? Ça diverge, parce que c'est une série de Riemann, et le alpha, il est égal à 1, donc c'est une série de Riemann divergente. Autrement dit, cette série a la même nature que celle-là qui diverge, donc elle est divergente. Hop, voilà, c'est réglé. Alors il reste la dernière. Alors la dernière est déjà un peu plus compliquée parce que là, je vous ai dit vite fait que c'était équivalent à ça, vous voulez bien me croire, mais là c'est déjà nettement plus compliqué. Alors voyons voir ce qui se passe. Quand n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0. Mais quand on met un truc qui tend vers 0 dans le cos, ça tend vers 1. Mais quand on met un truc qui tend vers 1 dans le logarithme, ça tend vers 0. Ok, elle diverge pas grossièrement celle-là. Mais moi j'aurais besoin d'avoir un... équivalent. Hein. Ouais. Et le secret c'est que pour calculer un équivalent, on part sur un calcul de DL. Alors j'espère avoir la place ici. Je vais effacer ça. Pour me faire un tout petit peu de place. Oui, on va donc faire un calcul de DL pour trouver un équivalent. C'est la technique habituelle. Et donc, on part de la fonction qui nous intéresse. Et quand on fait un développement limité, ici, il y a une composée de fonctions. Il y a même deux composés. 1 sur n est à l'intérieur du cos qui est à l'intérieur du ln. Le secret, c'est qu'on commence par l'intérieur. Et donc, ça tombe bien ici, si je prends ce U-là, il tend vers 0. Et donc ça me donne le droit d'utiliser le développement limité du cosinus. Alors je vais l'utiliser à l'intérieur. Donc le cosinus, allez, je vais prendre les deux premiers termes. Ça me fait ceci. J'ai pas besoin de mettre que c'est en l'infini parce qu'avec les suites, le petit o c'est toujours à l'infini. Ok, j'ai déjà simplifié l'intérieur. C'est l'intérêt des DL. Alors ensuite, je vais faire un développement limité de l'extérieur du logarithme. Et comment? Eh bien, je vais prendre, pour mon u, je vais prendre tout ça. Et alors, j'espère que j'aurai la place. Et alors, le développement limité du logarithme, est-ce que j'ai la place? Donc, c'est u, autrement dit, un moins 1 sur n2 plus petit o de 1 sur n2. Donc, ça, c'est mon u. Et j'ai bien envie de m'arrêter là, donc j'aurai un plus petit o de u, mais comme mon u il est en 1 sur n2, ça me fait un petit o de 1 sur n2. Autrement dit, là j'ai réussi mon petit calcul de DL, il est fini. Ah, j'ai mon calcul de DL, mais moi c'est un équivalent que je veux. Bah ouais, j'ai besoin d'un équivalent pour cette propriété. Bah ouais, mais trouver un équivalent, on commence par un calcul de DL, et dès qu'on peut trouver un équivalent, on passe en calcul d'équivalent. Et là, on peut justement dire, tout ça, c'est équivalent à moins 1 sur n2, le terme principal qu'il y a dans ce calcul de DL là. Et ouf, ça y est, maintenant que ce petit calcul intermédiaire là est fait, dans un mouchoir de poche, je peux reprendre ma belle démonstration là, et je peux dire, j'ai un équivalent du truc là. Autrement dit, ça a la même nature que la série de son équivalent, donc la série qui va de 1 à l'infini. En fait, le début, on s'en fout un peu. Hein. Parfois, on est obligé de le changer. Et donc, on a trouvé moins 1 sur n2 comme équivalent. Ah, mais je te reconnais, toi, t'es une série de Riemann. Bon, il y a bien un moins 1 qu'on peut sortir de la somme parce que c'est un multiple. Mais on pourrait dire,
on pourrait dire qui diverge en tant que série de Riemann. Qui diverge en tant que série de Riemann divergente. Bah ouais, on a... oula, ça converge, ça diverge pas là, vous me laissez dire des bêtises. Puisqu'on a un alpha qui vaut 2 qui est strictement plus grand que 1. Voilà, et donc bah... cette série compliquée a la même nature que celle-là qui converge parce qu'on a reconnu une série de références. Donc vous voyez, les séries de références, elles sont aussi super méga importantes parce qu'elles servent à conjointement à cette propriété-là à trouver la nature. Bah ouais, on part d'une série compliquée, on la simplifie, on la simplifie, on la simplifie dans le but de tomber sur une série de références. Donc il faut absolument connaître vos séries de références. Alors un autre outil majeur pour obtenir la nature d'une série de termes généraux positifs consiste à effectuer des comparaisons par inégalité ou en utilisant des petits taux. Et donc pour faire ça, donc il y a deux variantes. La variante en blanc, c'est la variante pour les inégalités. Et donc on veut que le terme général UN soit positif et plus petit que le terme général VN. Et donc dans ce cas-là, remarquez que les deux termes généraux sont de termes positifs, mais qu'il y en a un plus petit que l'autre. Il est coincé entre ça et ça. Et ben on a une propriété, hein, une fois que cette condition-là est remplie, on a une propriété en deux bouts parce que ce sont deux implications. Il n'y a pas d'équivalence ici. Si la série de Vn du plus grand converge, alors automatiquement la série du plus petit va converger aussi. Et en plus, bah, puisque ça converge, on a cette inégalité-là. Hein, forcément, si UN est positif, la somme des UN est positive, et si UN est plus petit que Vn, bah, la somme des UN est plus petite que la somme des Vn. C'est logique. Alors par contre, si la série du terme qui est au milieu diverge, alors comme c'est une série à terme positive, eh ben, la suite des sommes partielles est croissante. Et donc bah, si elle diverge, ça veut dire qu'elle tend vers plus l'infini. Et ben, si la suite des UN diverge, eh bien automatiquement la série des Vn diverge aussi. Et en plus, bien sûr, on a cette inégalité-là. Bah ouais, UN est plus petit que Vn, donc la somme des UN est plus petite que la somme des Vn. Comme la série des UN diverge, ça veut dire que ce truc-là qui est croissant tend vers plus l'infini. Et donc par le principe des gendarmes, automatiquement le truc-là tend vers plus l'infini. Et donc ça diverge. Alors bon, c'est un petit bout de démonstration, mais c'est aussi pour faire le pendant de l'inégalité-là dans cette branche du théorème. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce truc-là? Il faut retenir que pour montrer qu'une série converge, il faut que le UN soit au milieu et il faut faire une majoration par quelque chose dont la série converge. Autrement dit, pour prouver une convergence de série, il faut majorer par un terme général de série convergente. Hein, pour montrer qu'une série converge, il faut majorer par un terme général de série convergente. Et pour montrer qu'une série diverge, donc la série qui diverge c'est celle-là, il faut minorer par une série qui doit diverger. Donc pour montrer qu'une série diverge, on doit minorer son terme général par le terme général d'une série qui diverge. Donc ça aide de retenir ça en français comme ça et d'avoir un moyen mnémotechnique, ça permet de comprendre mieux les séries parce que si on veut faire une convergence, on fait un certain type d'inégalité, on met ce qui nous intéresse là et on majore par un truc, voilà. Alors que si on veut montrer une divergence, on met le truc où on veut montrer la divergence là et on essaie de le minorer. Donc selon ce qu'on veut faire, on ne fait pas la même chose. On n'utilise pas ça de la même façon. Ok, et j'avais dit qu'il y aurait une autre version, c'est la version avec les petits taux. Alors, les petits taux, c'est un petit peu la même chose qu'une inégalité. C'est-à-dire que quand vous écrivez que UN c'est un petit taux de Vn, vous êtes en train de dire que UN est négligeable devant Vn. En fait, ça veut dire que UN c'est égal à Vn fois un truc qui tend vers 0. Ça veut aussi dire que UN est beaucoup plus petit que UN. Et donc, c'est un petit peu comme une inégalité. UN est beaucoup plus petit que Vn. Et ici, on va demander que Vn reste de signe constant. Sinon ça va pas aller. Bon, pour UN, on s'en fout un peu parce que si UN ne restait pas de signe constant, c'est pas grave, on pourrait prendre une valeur absolue et se démerder, on y arriverait quand même. Mais par contre, Vn, c'est super important ici. Ok, et donc qu'est-ce qui se passe quand on a cette hypothèse en vert au lieu d'avoir l'hypothèse en blanc? Eh ben, on a la même conclusion. On a la même conclusion. Donc si UN est beaucoup plus petit que Vn, si UN est négligeable devant Vn, eh ben... ouais, si ça c'est une série convergente, ça c'est une série convergente, si ça c'est une série divergente, ça c'est une série divergente. Même conclusion, exactement la même.
Il y a juste une différence dans certaines sections comme en MP, où en plus de ce renseignement qui est donné dans toutes les sections, BCPST, ECS et ainsi de suite, en MP, on a un petit bout en plus, un bout un peu plus avancé. C'est-à-dire que quand on est dans le cas de convergence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les deux séries convergent vers leurs limites. Et du coup, ici, on a les restes de la série. Et les restes tendent vers 0. Et le renseignement donné en NP, c'est que si UN est négligeable devant VN, et le reste de la série des UN est négligeable devant le reste de la série des VN. Et inversement, si on a la série des UN qui divergent alors que UN est négligeable devant VN, eh bien en MP, ce qu'on va avoir, c'est que la suite des sommes partielles qu'on fait avec UK, ça tend vers plus l'infini, hein, puisque elle va être négligeable devant cette suite des sommes partielles. Alors c'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit. Celle-là tend vers plus l'infini, ou vers moins l'infini, parce qu'on a demandé que les VK étaient soit de signe constant. Donc là, on a une suite des sommes partielles qui est soit croissante, soit décroissante et qui diverge, donc elle va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini. Mais sur les UK, on n'a pas demandé qu'ils soient de signe constant, donc c'est un peu abusé ce que j'ai dit. Je ne sais pas si elle va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le bout là est négligeable devant le bout là qui tend vers plus ou moins l'infini. Et donc ça, c'est un renseignement supplémentaire en MP qu'on peut interpréter en disant si UK est négligeable devant VK, la somme des UK est négligeable devant la somme des VK. Alors c'est un peu abusé de dire ça, c'est pas n'importe quelle somme parce que vous voyez que les indices changent en fonction de la situation, mais quelque part il y a un petit peu de ça. Donc si vous n'êtes pas en MP, vous n'aurez jamais à utiliser ça, donc c'est pas grave, hein, vous pouvez zapper ce bout de la vidéo. Si vous êtes en MP, vous êtes content que je vous en parle. Parce que ça va être utilisé dans les sujets un petit peu chauds et techniques, genre Alix et aux ENS pour faire des trucs super cool. Ok, alors ce serait peut-être temps que on regarde sur des exemples comment on se sert de tout ça. Donc là on retrouve une série qu'on a vue tout à l'heure et on lui a réglé son compte par équivalent. On peut aussi y arriver par inégalité. Là il y en a une autre. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien en gros il faut faire des inégalités. Alors déjà ici il va falloir que vous fassiez un choix. Parce que si vous voulez utiliser ça, il faut savoir comment. Comment j'utilise ça pour montrer une convergence ou une divergence? Ouais, parce qu'on ne fait pas la même chose, hein. Et donc pour utiliser cet outil, ça veut dire que vous devez d'abord avoir une idée de ce qui va se passer. Alors on peut faire ça en regardant un peu le terme général. Oh là là, c'est du 1n sur n, mais en gros c'est en 1 sur n2 ce truc-là. Si c'est en 1 sur n2, ça ressemble à une série de Riemann convergente, ça doit converger. Ok, ça doit être une série convergente. Ok, on va essayer de montrer qu'elle converge avec le bout là. Donc ça veut dire qu'on fait quoi alors? Ça veut dire qu'on la met au milieu pour montrer que c'est convergent. Donc on fait un truc du style 0, inférieur ou égal à 1 sur n, n plus 1. Ça c'est vrai, hein, c'est positif ça. Et il faudrait que je la majore par un truc sympa qui m'arrange bien, qui serait le terme général d'une série convergente. Par quoi je peux la majorer? Par 1 sur n2. Ouais, là on divise 1 par un nombre plus grand que celui-là, donc ce nombre est plus petit que celui-là. Donc on peut dire qu'on a ça, donc vous voyez, première hypothèse satisfaite, et cette série-là converge, puisque c'est une série de Riemann. C'est une série de Riemann convergente, puisqu'on a alpha égale 2, strictement plus grand que 1. Donc celle-là converge. Je vais lui donner un nom parce que j'ai la flemme de la recopier. Donc S converge. Elle est convergente celle-là. Voilà, bien. Donc vous voyez, hein, la démonstration de convergence, là j'ai pas beaucoup de place sur mon tableau, mais sur votre feuille, ça prend 2 lignes maximum. Hein, avec ces deux arguments-là. Enfin, on fait l'inégalité et on dit que celle-là, on la reconnaît, c'est une série de Riemann du cours, elle est convergente, donc on conclut ça. 2 lignes. Ok, et celle-là alors? Celle-là c'est un peu plus compliqué parce que en fait, vous allez vous rendre compte, parce que je vais refaire un tableau sur les inégalités, c'est chaud les inégalités. Les étudiants n'aiment pas les inégalités, parce qu'il faut être un peu créatif et ainsi de suite. Donc je vais vous apprendre un peu comment faire. Mais donc celle-là, on peut y arriver aussi. Hein. On peut dire que, ce truc-là... alors déjà, excusez-moi. D'abord, il faut savoir, elle va diverger ou elle va converger, celle-là?
Ça là, c'est très très grand hein, quand même, mine de rien, parce que le 3 puissance n, il fait exploser ça vers l'infini très vite. Donc ça veut dire que ça converge très très vite vers zéro. Quand on somme quelque chose qui converge très vite vers zéro, ça donne une série convergente. Ah ok, on est parti pour montrer une convergence alors. Ok. Bon bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors il faut que je la mette au milieu et que je la majore par un truc, blablabla, tout ça. Ok, bon, alors je la mets au milieu. Donc ok, c'est positif, ça c'est bon. Et après, oh mince, par quoi je la majore? Alors là, il y a plusieurs possibilités, plus ou moins merdiques. Alors les étudiants, ils adorent comparer avec des séries de Riemann. Ils font tout le temps ça. Alors moi, je pense que ça rend un peu faible de tout le temps, quoi que vous ayez, toujours comparé à des séries de Riemann. Et donc, alors, on peut montrer que c'est plus petit que 1 sur n2 à partir d'un certain rang. Pas tout de suite, hein, mais alors bon, c'est peut-être vrai. Euh, Si, à cause du 3 puissance n, soit doit être vrai à partir de 1. Voilà. Oui, c'est vrai à partir de 1. Donc on pourrait ici le faire à partir de 1. On a du bol, parce que dans d'autres cas, c'est à partir d'un certain rang. Mais en fait, c'est vachement plus cool en fait de faire ça. Bah, c'est plus petit que 1 sur 3 puissance n surtout. Hein, parce que n est plus grand que 1. Hein. Et du coup, c'est plus intéressant et je trouve ça plus intelligent de comparer à une série qui ressemble plus à ce que vous ayez. Vous voyez, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble à une série géométrique, et avec les séries géométriques, on peut faire plein de choses, donc ça c'est cool. Alors que là, on est un peu vachement... on est vachement bourrin, là, en fait. Les deux nombres se ressemblent pas, il y a une grosse différence entre ces deux nombres-là, alors qu'entre ces deux nombres-là, il y a moins de différence. Et donc, ça marcherait aussi, hein, mais voilà, ce truc-là meilleur. Et donc voilà pourquoi les étudiants aiment pas trop les inégalités, c'est qu'il y a plein de possibilités, il faut trouver la bonne, oh laquelle, je sais pas, et ainsi de suite. Enfin bref. Et donc là, on continuera en disant que bah, soit vous dites que la somme des 1 sur n2, elle converge, et donc c'est bon, celle-là, elle converge, soit vous dites que la somme des 1 sur 1 tiers puissance n converge, c'est une série géométrique, et 1 tiers est bien strictement plus petit que 1 en valeur absolue. Mais donc dans tous les cas, on a montré que on avait une série qui convergeait ici. Alors manque de bol, il me manque un exemple de divergence. Et bah, on va s'en faire un vite fait. On va en improviser un. Celui-là, par exemple. Alors, attendez, on va le rendre un peu fun. Voilà. Et donc, il faudrait qu'on regarde ça. C'est quoi la nature? Bon, alors, si vous êtes rusé, vous vous dites, il nous a fait le coup déjà 2 fois de la convergence, il a dit que c'était pas complet, donc il va nous faire une divergence. On peut le faire à la ruse. Une autre façon de faire, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Bah, t'es un ln de n sur n. Oh là là, bah, du coup, t'es plus grand qu'un 1 sur n. Ah ouais, mais la somme des 1 sur n, c'est une Riemann pour alpha égale 1, elle diverge. Oh là là, t'es plus grand qu'un truc qui diverge, donc ça va diverger. Et le fait de faire ce raisonnement, non seulement on a compris qu'on allait vers la divergence, mais ça a donné, en gros, l'idée qui va faire marcher le truc, c'est que, oh là là, alors toi, je dois montrer que tu diverges. Ah, comment on fait ça? Alors, pour montrer une divergence de série, il faut minorer par un terme général. Donc ça veut dire que ça, on le met à la place de Vn. Et on va devoir minorer par quelque chose de plus sympa qui diverge. Bah par quoi? Bah par ça par exemple. Alors peut-être pas à partir de 1, parce qu'à partir de 1 c'est faux, ln de 1 fait 0, mais peut-être à partir de 3. 3 c'est plus grand que E, et ln de 3 c'est plus grand que ln de E qui vaut 1. Donc l'inégalité là est vraie à partir de 3. Et la somme là, qui s'appelle la série harmonique, qui est une série de Riemann pour alpha égale 1, elle diverge. Donc, celle-là diverge. Voilà. Bah, du coup, j'ai utilisé que des inégalités là pour faire mes 3 exercices. Alors que j'ai présenté une variante avec des petits taux. Je vais expliquer dans la suite de la vidéo pourquoi faire avec des petits taux, ça peut être vachement cool. Et puis, je vais aussi expliquer aux gens comment trouver les inégalités et ce qu'on peut faire. Alors dans cette partie, on va se concentrer sur la manière d'utiliser les inégalités et les petits taux pour arriver à nos fins. Donc voilà un certain nombre de séries et on va essayer de s'en sortir avec et d'apprendre des choses au passage.
Alors, donc ici, donc on doit procéder par inégalité dans tout cet exercice-là. Ici, comment dire, comment dire En fait, la consigne, ce qu'on raconte aux étudiants, c'est que avec les inégalités, bah, le bout de gauche est toujours facile. Hein. On a ici un terme général qui est positif. C'est nécessaire pour utiliser l'inégalité. Et donc, les étudiants sont paniqués à l'idée de devoir mettre quelque chose à droite. Ils savent pas ce qu'on peut mettre. Du coup, nous, les profs de maths, pour leur donner un truc qui leur permet de s'en sortir tout le temps, on leur dit, bah, la plupart du temps, vous pouvez mettre 1 sur N2, ça marche. Et alors du coup, là, les étudiants, ils sont tout contents parce que, ouf, on va pas avoir besoin de réfléchir et à trouver ce qu'il faut mettre, on n'a qu'à mettre 1 sur N2, ça marche quasiment tout le temps, il a dit. Et alors, bah, il y a des étudiants un peu inquiets qui disent, bah ouais, mais si ça marche pas. Alors dans ce cas, leur prof leur dit, bah si vous n'arrivez pas à mettre 1 sur N2, vous avez qu'à essayer de mettre un N puissance alpha avec un alpha strictement plus grand que 1. Hein, si 2 marche pas, bah, on prend un alpha un peu plus petit, qui est par exemple 3,5 ou des trucs comme ça. Et donc là, on s'en sort déjà mieux. Alors là, on commence à arriver à se débrouiller avec 99% des cas. Il y en a peut-être 90 ou 95 là, 99 là, donc ça commence à être satisfaisant. Maintenant, ce qui est embêtant avec ce procédé, vous allez voir, c'est que ça rend un peu faible dans le sens où ça évite aux étudiants de réfléchir. Les étudiants adorent ne pas réfléchir, mais chaque fois qu'un étudiant ne réfléchit pas, il ne progresse pas. Il fait sa feignasse, quoi. Donc c'est le premier problème que j'ai avec cette méthode-là. Donc bah, regardons comment ça pourrait se passer ici. Et ben on pourrait dire que ça, c'est 1 sur n2 multiplié par le logarithme de n sur n. Et c'est bien connu qu'à l'infini, le logarithme de n, il se fait éclater par n, et ça tend vers 0. Donc bah, puisque ça tend vers 0, ah bah ouais, on peut mettre 1 sur n2. Ah c'est cool, on peut mettre ce qui nous a été recommandé, et donc ça va marcher. Et donc on a réussi à encadrer notre série compliquée par 0 à gauche et par 1 sur n2 à droite, qui est le terme général d'une série de Riemann convergente. Donc on sait que celle-là, ça converge. Ok, alors ce qui est un peu chiant, du coup, c'est que là, bah, si vous voulez ne pas bluffer, il va falloir quand même démontrer cette inégalité-là. Et c'est un peu relou. Alors comment est-ce qu'on ferait pour démontrer cette inégalité-là? Alors comment dire? Je vais effacer des bouts pour que vous voyez. Donc, en gros, on a compris qu'il fallait mettre ça pour que ça marche. Ok, mais le problème c'est que pour l'instant là c'est du bluff. Et donc il faudrait le démontrer. Alors un bon plan pour le démontrer, c'est de faire le quotient de ces deux choses-là. On va prendre le logarithme de n sur n3 et on va diviser par 1 sur n2. Ah bah c'est une fraction, ça simplifie. Et ça fait le logarithme de n sur n. Ah, et là on a dit tout à l'heure que ça tendait vers 0. Bah ouais, d'après le théorème de croissance comparée, ça tend vers 0. Hein, on a dit que le ln se faisait éclater par le n. C'est le théorème de croissance comparée. C'est parce qu'il y a un conflit entre les deux à plus l'infini et c'est le monôme qui gagne. Ok. Alors là je le fais à l'oral, mais en gros le théorème de croissance comparée, il écrit de manière rigoureuse ça. Mon histoire de ln qui se fait éclater par le monôme, c'est juste un moyen mnémotechnique qui permet de retrouver la bonne limite rigoureuse qu'il y a dans votre cours. Voilà. Ok, bah ouais, mais attendez, on n'a toujours pas l'inégalité là, ça sert à quoi de faire ça? Bah ouais, alors il faut continuer en disant, bah puisque ça tend vers 0, bah ça va être plus petit que 1 à partir d'un certain rang. Et si c'est plus petit que 1 à partir d'un certain rang, après le truc en bas là, vous pouvez le multiplier pour le faire passer de l'autre côté, et vous avez réussi à montrer que ça c'est vrai à partir d'un certain rang. Bon, je l'ai écrit là. Et donc, mine de rien, pour montrer cette inégalité-là, c'est un peu long. Il faut faire le quotient, il faut dire que ça tend vers 0, il faut invoquer le théorème de croissance comparée, il faut dire que c'est plus petit que 1,
Et ensuite, il faut refaire passer de l'autre côté. Et ça fait quand même pas mal d'étapes, hein, là, quand même. D'où l'intérêt d'utiliser les petits taux. Les petits taux, ça va quasiment être pareil, en fait, mais ça va être plus simple au niveau de la rédaction. Parce que ce qu'on va écrire, alors, bon, mince, j'ai pas trop de place. Je vais le faire, où est-ce que je vais le faire? Je vais le faire ici pour que vous compariez. En fait, on va écrire que ln de n sur n au cube, au lieu d'écrire cette inégalité-là, on va écrire la même chose avec un petit taux. Et donc, on est d'accord, pour l'instant, c'est toujours du bluff, puisque je ne l'ai pas démontré. Et par contre, ça, c'est bien positif, donc on a presque bon. Ensuite, comment je fais pour démontrer ça? Bah, je vais faire pareil que là, je vais faire le quotient du truc le plus petit par le truc le plus grand. Donc, je vais faire du ln de n cube divisé par 1 sur n2, ah bah comme là. Et bah ça fait toujours ln de n sur n, ah bah comme là. Et ça tend toujours vers 0 par le théorème de croissance comparée. Ah bah comme là. Bah alors ça apporte quoi ce que vous faites là? Bah ça apporte que là j'ai fini. Parce que démontrer ça, il suffit de mettre quart et voilà c'est fait. Bah ouais, parce que pour dire que ça c'est un petit taux de ça, il suffit de montrer que le quotient des deux tend vers 0 et c'est fait. Et donc c'est quoi la différence par rapport à tout à l'heure? Eh bien la différence c'est qu'on n'a pas à raconter tout ce pâté là. On n'a pas à raconter la partie où ça tend vers 0, donc c'est plus petit que 1 à partir d'un certain rang, et ensuite je fais passer ça de l'autre côté, et ensuite j'obtiens mon inégalité. Donc c'est plus court parce qu'on vient d'éviter 2 étapes. Le début est pareil, hein, on fait le quotient et on montre que ça tend vers 0, mais c'est tout. Et donc on écrit ça, et car la justification, elle fait une ligne. Bon, il y a quand même une invocation du théorème de croissance comparée hein, dans l'histoire, il faut que ça intervienne. Autrement dit, bah, on peut faire ça comme ça, ou alors on peut utiliser ça comme ça. Je prétends juste ici que la justification est plus courte et plus sympa, quoi. Donc j'aurais tendance à faire ça. Enfin bref, donc là on a en gros passé du temps avec cette série-là. On va voir un petit peu ce qui se danse ensuite. Alors ici on a du ln de n sur du n2. Bon, en gros, le logarithme, il compte un peu pour du beurre, là, parce que, en gros, ça tend vers 0 un peu à la vitesse de 1 sur n2. Donc, on se dit qu'elle doit converger, celle-là. On se dit qu'elle doit converger, donc c'est un peu pareil. On peut essayer de faire une inégalité comme ça. Mais là, on est embêté. Vous savez, les étudiants auxquels on dit, ouais, on peut quasiment toujours faire avec 1 sur n2. Bah, si vous écrivez avec 1 sur n2, là, c'est faux. Puisque le truc là est envers l'infini, il peut pas être plus petit que 1. Donc là, votre 1 sur n2, il marche pas. Donc, ah mince, bah qu'est-ce que je fais si ça marche pas? Et donc c'est là où il va falloir utiliser, bon bah ça serait peut-être bien qu'on utilise un autre alpha là, avec ça peut pas être 2. En gros, l'idée c'est que il y a 1 que vous n'avez pas le droit de prendre parce que ça va vous faire une série divergente. Il y a 2 que vous n'avez pas le droit de prendre à cause du ln. Bah pourquoi vous prendriez pas un nombre entre les deux, genre 3,5? Donc vous mettez ici 3,5 et bing, vous allez vous en sortir. Alors vous allez vous en sortir. Alors certains vont rédiger ça en disant logarithme de n, c'est plus petit que racine de n à partir d'un certain rang. Donc toujours le truc un peu chiant à montrer, théorème de croissance comparée, ainsi de suite. Et donc quand on remplace ln de n par racine de n, bing, on trouve ça et ainsi de suite. Ouais, on peut faire ça. On peut faire le quotient, montrer que c'est un petit taux. Donc ça convient. Donc on arrive à s'en sortir. Et je vous recommande, comme d'hab, d'utiliser cette comparaison avec un petit taux parce que la démonstration sera plus propre. Parce que c'est chiant hein, de montrer que ln de n inférieur ou égal à racine de n, c'est relou. Alors que faire le quotient, le théorème de croissance comparée vous le donne. Ok, et donc du coup, celle-là, elle va être convergente puisque la somme de ça va être, la série de ça va être convergente. Ok. Alors par contre, on arrive sur celle-là. Et alors là, on est dans un cas super chaud. Parce que, ah, il est super merdique celui-là. Parce que, en gros, 1 sur n, c'est le cas limite où la somme se met à diverger. Et le problème, c'est que là, comme on divise par un logarithme de n, on est plus petit que 1 sur n. Mais donc, je veux dire, on est plus petit que 1 sur n, donc on ne sait pas trop, et ainsi de suite. En fait, là, on est dans un cas difficile.
on est dans un cas difficile d'une série qui va diverger et on ne peut pas l'attraper par des inégalités. En fait, ici, il va falloir qu'on ait recours à une technique qu'on verra beaucoup plus tard. Il faudra qu'on fasse la comparaison série intégrale. Donc pas de bol. Bah ouais, pour l'instant, on n'a pas tout vu. Et donc là, c'est un cas qu'on ne peut pas régler à faire avec nos inégalités. Si on avait un truc du style logarithme de n sur n, là on aurait pu faire, on aurait pu dire que c'est plus grand que 1 sur n, la somme de ça diverge, donc celle-là diverge. Mais comme le logarithme de n est en bas, et ben là, on n'y arrive pas, quoi. Parce que vous pouvez bien faire quelque chose. Vous pouvez bien montrer que 1 sur n ln de n, c'est plus petit que 1 sur n, mais ça vous sert à rien. Parce que il faudrait que la série là converge pour montrer que la série là converge, mais elle diverge, donc ça vous sert à rien le bout là. Non, en fait, il vous faut l'inégalité dans l'autre sens, et vous ne l'avez pas. Donc, bah voilà, là, on n'y arrive pas parce qu'on ne peut pas y arriver. Il faut avoir recours à quelque chose de beaucoup plus balèze que ça pour y arriver là. Donc, j'ai un peu abusé, mais bon, je vais effacer ici. Hein. Bon, revenons dans des cas un peu plus sympas et plus simples. En fait, mon propos, c'est de vous montrer ici les différentes techniques, hein, le coût du 1 sur n2, le coût du 1 sur n puissance alpha, et ainsi de suite. Et donc, je vous fais un peu un panel de ce qu'on peut faire. Bon, en fait, cette série-là, on pourrait faire un équivalent, puisque à l'infini, l'arc tangente n tend vers pi sur 2, et en bas, en fait, elle est équivalente à pi sur 2 n2, cette série. Donc par l'équivalent, on pourrait dire équivalente à une série de Riemann alpha égale 2, donc elle converge et ainsi de suite. Ok. Mais notre but c'est de faire des inégalités. Bah on n'a qu'à faire ça. Hein. On n'a qu'à dire que l'arc tangente de n sur n plus 1, bah l'arc tangente, elle tend vers pi sur 2 à l'infini, mais en croissant. Donc elle est plus petite que pi sur 2 l'arc tangente. Et le nombre du bas, il est plus grand que n2, puisqu'on divise... pardon, il est plus grand que n2, donc le quotient est plus petit que celui-là. Bah ouais, on divise plus ici que là. Voilà. Donc ça marche très bien, hein. On a réussi à encadrer notre série. Ça c'est encore une série de Riemann, alpha égale 2, convergent. Donc bing, on récupère que cette série-là converge, on peut le faire en 2 lignes. Donc ça se fait bien, mais bien sûr la difficulté consiste à trouver une bonne inégalité. En gros le concept, ça consiste à se débarrasser des bouts qui sont complexes et pénibles, pour essayer de retomber sur un truc sympa qu'on aime bien. Ok. Ah tiens, qu'est-ce que ça fait là encore ça? Et pour terminer, on va avoir la somme des exponentielles moins n sur n. Et alors là, bah, si votre réflexe, ça a été d'écrire que ça c'est plus petit que 1 sur n2 et c'est positif, puis après vous me faites une démonstration galère en faisant le quotient, théorème des croissances comparées pour montrer que ça tend vers 0 et ainsi de suite, bah ça marche, ok, mais vous êtes vous êtes bourrin sur ce coup-là. Parce qu'une meilleure inégalité, c'est de dire que vous allez avoir exponentielle moins n sur n qui va être plus petit qu'exponentielle moins n, qui est une série géométrique, c'est 1 sur e puissance n. Et donc là, en gros, là, il n'y a pas de démonstration bourrine à faire. Il suffit de dire que là, on divise par n, bah, le nombre va être plus petit que si on divise par 1. Et donc, il y a quasiment zéro raisonnement. Il faut juste ouvrir ses yeux et se dire, ah tiens, au lieu de me ramener à une série de Riemann, je peux me ramener à une série géométrique. Ah ouais, oh, c'est vachement plus propre. Voilà. Donc ouais, ça marche quasiment toujours et ainsi de suite. Mais parfois, ça donne des démonstrations vachement plus pénibles que si on compare à quelque chose de plus adapté. Ok, donc là, on vient de regarder 4 séries qu'on a réussi à faire. Une où on arrivera à la faire plus tard, celle-là, quand on fera la vidéo sur les intégrales impropres, certainement. Et donc, bien sûr, comme d'habitude en maths, il faut pratiquer pour voir toutes sortes de choses. Et faut pas croire que en l'espace de 10 minutes, je vais vous montrer toutes les techniques qui existent et imaginables qui vous permettent de faire des inégalités. Non. Ça vient avec la pratique. Et c'est à vous de pratiquer.